Front commun de 1972 est encore présent dans toutes les mémoires et la figure historique qui en ressort, c'est certainement Marcel Pepin. Sans Marcel Pepin, il n'y aurait pas eu de Front commun de 1972, il n'y aurait pas eu cette revendication de 100 $ par semaine. Marcel Pepin, de longue date, avait préparé cette négociation parce qu'il s'était rendu compte, quand il avait négocié dans les années 60 avec les employés d'hôpitaux, avec la SAQ, avec les fonctionnaires, que se présenter en ordre dispersé devant le gouvernement du Québec, c'était partir avec un rapport de force déficitaire. Son idée, c'était de faire en sorte que tous les employés du secteur public et parapublic soient à la même table de négociation et portent les mêmes revendications. Avant ça, on négociait chacun notre tour. La CSN se présentait au gouvernement, la FTQ se présentait au gouvernement, puis la CAQ, à l'époque, c'était la CAQ. On se présentait, divisé un peu là-dessus, on se présentait au gouvernement un par un. La CSN, on avait beau se mobiliser, mais quand ton collègue à côté règle pour moins, tu as de la misère à régler pour plus. Et Pepin avait compris ça. Pepin a dit, on va se mettre tout ensemble, on va être plus fort. Mais l'idée fondamentale de Marcel, c'était, ils ne me nuiront pas. Ils me nuisent trop, là. Ça n'a jamais été dit comme ça, là. C'est brutal, mais c'est ça. Un exemple de cette longue préparation, il avait demandé en 1970 à Jacques Parizeau, l'économiste Jacques Parizeau, qui était jusqu'à tout récemment conseiller auprès du gouvernement québécois. Il lui avait demandé de préparer une espèce de plan de ce que pourrait être une négociation nationale de tous les employés de l'État avec l'État québécois. C'est en février 1971 où le Conseil confédéral de la CSN, ça c'est l'instance suprême entre les congrès, c'est le Conseil confédéral qui décide. Là, la FAS, la Fédération des affaires sociales du temps, avec Norbert Rodrigue qui en était le président, et le syndicat des fonctionnaires provinciaux, c'est Jean-Paul Breleux qui était le président. Breleux a proposé, puis Norbert a appuyé, qu'on s'arrange pour avoir un front commun au moins interne à la CSN. En construisant le front commun, il fallait construire à l'interne. Il fallait qu'on ait notre propre front commun à l'interne. Puis à l'interne, on avait un problème. C'était Breleux, des fonctionnaires, Jean-Paul Breleux, qui disait à Marcel, si je ne suis pas président du front commun CSN, on s'en va. On n'embarque pas. Marcel disait, comment est-ce qu'on va sortir de ça? Puis finalement, M. Serré et Breleux ont pris en place, puis ils sont restés. CSN était mobilisé. Ses membres étaient du secteur public en presque majorité, sinon en majorité. Et là, quand on négociait, puis les autres réglaient à moins haut, je me souviens des débats assez épiques au niveau du 100 $ par semaine. Il y a du monde qui n'était pas chez nous, puis qui trouvait qu'on exagérait à 100 $ par semaine. Marcel disait non, on est rendu là. Tu ne fais pas un front commun pour faire une négociation traditionnelle. Ce que tu es capable d'avoir tout seul, tu n'es pas obligé de mettre tout le monde ensemble pour l'avoir. Si tu vas avoir un 5 % d'augmentation de salaire à l'époque, tu comprends bien que... Et c'est là qu'on avait pensé aux 100 $ semaine. Hey, 100 $ par semaine. Dans les usines, on avait ça depuis un bout de temps. Dans les usines syndiquées, la métallurgie, la grosse métallurgie, on avait le 100 $ par semaine en 72, ça fait longtemps qu'on avait passé ça. Puis quand on a mis ça sur la place publique, que le monde voulait 100 $ par semaine, le monde disait, ils n'ont pas encore 100 $ par semaine. Non, il n'y avait pas 100 $ par semaine. Et l'autre Simard, qui était le beau-frère de Bourassa, qui était ministre, avait dit, un concierge, ça ne mérite pas 100 $ par semaine. Le ministre du temps, Jean-Paul Lallier, du Parti libéral, avait lancé comme boutade, pensez-vous qu'une femme de ménage mérite vraiment 100 $ par semaine? Ce qu'il y a de plus important dans le Front commun de 72, c'est la revendication du 100 $ par semaine, c'est-à-dire une lutte non seulement économique, mais sociale. Pepin disait qu'il fallait que les travailleuses et les travailleurs soient payés selon leurs besoins. L'idée du Front commun, c'était, oui, ensemble, on va être plus fort, mais tu régleras pas à rabais comparant à moins. Mais que tu embarques dans le train avec moi, mais que les coupleurs se ferment, tu vas être obligé de suivre. Quand les coupleurs d'un train se ferment, le clac,
la cœur en arrière, il faut qu'elle suive. Hein? Puis on va s'en aller ensemble, on va y aller jusqu'au bout. Même si des fois tu penses que la coupe a pété sévère, tu vas être attaché après la locomotive, puis tout le monde va être dans le même train. On va être en même place, au même moment. On va régler de la même façon. Donc, la raison fondamentale du Front commun, c'était, pour les autres organisations, vous ne pourrez pas régler à rabais parce que vous allez être avec moi. C'était fondamental. Parce que Pépin disait non, à ce coup-là, on avait fait la grève en 66, tout seul, la CSN tout seul, un mois. Un mois de grève dans le secteur public. En 66, dans les hôpitaux. Un mois de grève. Mais tu ne peux pas défoncer un plafond salarial qui aurait lieu avec la CAQ et qui aurait lieu avec la FTQ. Tu sais, c'est comme avoir dit, ben, allez-vous-en tout en CSN, vous allez avoir ça. On n'a pas été capable de défoncer ça. Pépin dit, la seule fois que je me suis fait avoir, c'est le prochain coup, on va être tous ensemble. Ils ne régleront pas sans moi. Ça, c'est pas vrai, ça. Mais c'est ça qu'il a fait. On va être plus fort ensemble. Ça, c'est le message de Muffler, tu sais, plus fort ensemble. Finalement, c'est en 1971, fin de 1971, après la grève de la presse, qu'une entente entre la CAQ et la CSN et la FTQ a été signée pour une négociation conjointe. Le gouvernement n'était pas d'accord à ce qu'il nous donnait accès à une table centrale, un lieu central de négociation. On parlait d'une politique salariale devant s'appliquer à tous les secteurs, mais quand on parlait, nous, de parti syndical, de l'accès à une table centrale, un lieu central pour négocier, c'était pas question. Là, il a fallu faire des pieds et des mains, et c'est allé jusqu'au mois de février 72, où là, nous avons pris les moyens de nous faire entendre. Nous avons tenu des assemblées dans toutes les régions du Québec, intercentrales, etc. Et nous avons tenu un mandat de grève, c'était autour du 10 février. On a fait une tournée de tous les grands, y compris le Forum de Montréal, le Colisée de Québec et des grands arénas des régions. Nous, le monde ordinaire, nous, les 210 000. On a tenu un mandat de grève. Ça s'est bâti à travers ces difficultés-là. Mais ces nécessités-là aussi, de se donner des outils communs. Cette négociation a mené à des conflits. L'État avait de la difficulté à négocier avec ses employés. Ça a accroché, puis il y a eu une grève de 210 000 travailleurs, travailleuses. Le gouvernement voulait imposer son propre projet de convention collective au Front commun. Le Front commun a refusé. Et il a invité ses membres, les 210 000 membres, à la grève générale illimitée. Le gouvernement a demandé une injonction, il a obtenu une injonction pour le retour au travail. Le retour au travail devait s'effectuer le vendredi soir. Le vote contre la loi spéciale s'est tenu partout au Québec. Le problème, c'est qu'à 12 heures d'avis, les votes n'ont pas été suffisamment forts pour faire une grève générale illégale. Alors, je me souviens encore, les trois présidents avaient mandaté Marcel Pépin pour aller en direct à la télévision annoncer qu'il n'y aurait pas de grève générale ce soir-là. Et on était parti à l'époque de l'hôtel Holiday Inn à Québec pour aller dans les studios de TVA à Sainte-Foy. Les présidents avaient recommandé de défier la loi spéciale. Alors, un juge s'en est offusqué. Marcel est en prison, non pas à cause des lois spéciales, mais parce qu'il avait violé une injonction. Puis moi, j'ai assisté à ça intimement parce que j'étais assis à côté de Marcel au palais de justice. Quand Marcel m'a dit « Le juge est en retard », tu me connais, j'aime pas les retards. Quand il dit je te reparle dans 5 minutes. 5 minutes après, il me dit il n'est pas encore arrivé. Je m'en vais. Moi, quand on me convoque, je suis là. Il se lève, puis il part. Puis ils vont au Charbonneau, puis Louis Laberge partent à courant en arrière. Mais le temps qu'ils ne se rendent pas compte de rien, le temps de le dire, ils sont dans un taxi, puis ils s'en vont au Holiday Inn de Sainte-Foy. Et là, Marcel m'a dit, tu restes là. Moi, j'attends. La cour étant en retard, moi, j'ai jamais aimé les retards. Alors, nous avons quitté la cour
Ils nous ont condamnés à 1 an de prison, en notre absence, bien sûr. Le juge Pelletier arrive, puis le greffier appelle les trois. Les trois ne sont pas là. Paf, 1 an de prison. C'est comme ça. Alors là, conférence de presse des trois, de Marcel, puis d'Yvon Charbonneau, puis de Laberge. Puis là, on attend, ils se font arrêter, puis bon. Pour Marcel Pépin, l'emprisonnement, les injonctions, la loi spéciale, je le vous l'ai dit, comme il me l'a un peu dit aussi, pour lui, c'était accessoire. Ça lui a servi, ça. Plus le gouvernement était sévère avec lui, avec les 3 chefs syndicaux, plus ça le servait. Plus la population s'est mobilisée. C'est la seule fois qu'il y a eu un emprisonnement de chef syndical au pays. Pas qu'au Québec, au pays. On a emprisonné 3 chefs syndicaux supposément avoir défié une loi qui était rétroactive, en plus. La loi 19 de l'époque était rétroactive. Et pour Marcel Pépin, la prison, bon, il est devenu pratiquement célèbre par rapport à ça. Charbonneau aussi, puis Laberge aussi, sont devenus pratiquement célèbres par rapport à leurs emprisonnements. Et là, ça leur servi beaucoup, la classe du secteur public, la classe ouvrière en particulier. C'est sûr que c'était une lutte épique. Il y a eu des occupations de radio, des occupations de milieux de travail. C'était une lutte très, très mobilisante, entre guillemets, parce que ça a été aussi bon pour le secteur privé. Quand on voit les présidents de centrales se faire emprisonner, on ne peut pas ne pas avoir un sentiment d'hostilité à l'égard de ceux qui sont responsables des gouvernements, des ministres responsables. Bon, écoutez, là, c'est de faire payer lourdement à des individus pour l'exercice de droits collectifs. Ben non, ça, écoutez, là, on ne peut pas ne pas être bouleversé. Je peux être poli et réservé, mais de là à ne pas tenir compte, ne pas avoir dans l'esprit que ces gens-là n'ont pas été corrects, ont été des instruments au service d'un pouvoir qu'on a dénoncé. Non. Pas obligé de sauter dessus et les égorger. Je ferais encore plus de prison que ceux qui ont été mis en prison, mais non. Ça se pardonne pas. J'ai pas d'amis de ce côté-là. J'en veux pas non plus, là. Je cours pas après non plus. Ils sont allés en appel, finalement, parce que le gouvernement était pris avec cette patate chaude, les 3 présidents d'organisations syndicales à Orsainville, partout au Québec, à Thetford, à Sept-Îles, un peu partout. Il y a eu, à Montréal, les journaux ont cessé d'être publiés. Et j'ai ici un communiqué du syndicat des journalistes de Radio-Canada, dont je vous fais la lecture. Nous conservons notre appui le plus total au président général de la CSN, M. Marcel Pépin, emprisonné pour la défense des travailleurs, et au secrétaire général de la CSN, M. Raymond Parent, qui assume seul, à nos yeux, la légitimité de l'exécutif. À ce moment-là, profitant du fait que Pépin est en prison, ce qu'on appelle les 3D, les autres membres de l'exécutif de la CSN, Dalpé, Dion et Daigle, en ont profité pour fonder une nouvelle centrale syndicale qui s'appelle encore aujourd'hui la CSD. Au bout de 2 semaines, Pépin sort de prison et durant tout l'été, les négociations se poursuivent. Il y a finalement une entente qui a lieu à l'automne et les présidents ayant été en appel de la sentence, la Cour suprême refuse de recevoir leur appel et le 2 février 1973, Marcel Pépin, avec ses collègues, entre en prison où ils seront incarcérés pendant 4 mois, c'est-à-dire le tiers de leur sentence. Et durant l'été, toutes les fins de semaine, Marcel Pépin devra aller passer les samedis et les dimanches à Orsainville. Alors finalement, au terme de la convention collective en 1974, tout le monde, finalement, avait son 100 $ par semaine. En 1972, le Front commun du secteur public au Québec, ça s'est avéré un moment charnière dans le monde syndical. Quand on négocie avec le gouvernement, puis que le monde ordinaire, parce qu'il faut bien s'appeler comme on est, là, le monde ordinaire, tire par le haut les salaires, mais ça là, le tire en dos de tout le reste de la population du Québec. Les syndicats, moi je l'ai toujours dit, c'est les meilleurs répartiteurs de la richesse collective qu'on produit. Il n'y a rien qui répartit de la richesse collective mieux que les unions. Quand on se bat contre les compagnies multinationales et qu'on leur arrache des millions en salaire par année, ça va où? Ça va dans l'économie. Dans les maisons, on change d'auto, etc. On va au restaurant.
Tandis que si vous la laissez au niveau des compagnies qui, eux autres, engrangent des profits, bien, l'économie, elle s'en sort de toute façon. Le gouvernement, lui, comme législateur, comme répartiteur de la richesse, le salaire minimum est trop tôt. Il n'est pas rendu à 11 encore. Et le même gouvernement, quand il y a des syndicats qui l'attrapent, qui serrent un peu les pompons, il monte à 20. La différence entre le gouvernement répartiteur de la richesse sans les syndicats, ça se trouve autour de 11 $. Puis quand il tombe avec les syndicats, ça monte à 20. Les unions, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne une différence à peu près de $1 à l'heure. C'est pas si pire, hein?